Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée et fondateur de Rivercast Media, réseau qui héberge des balados, dont Question de preuve, un podcast sur le droit et la justice par et pour les juristes et dont les objectifs sont de faire avancer la pratique du droit et de favoriser l'accès à la justice. Certains de nos balados sont reconnus pour la formation professionnelle continue auprès du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires. Alors consultez la section formation continue du site rivercastmedia.com pour connaître les façons d'obtenir vos attestations. Alors bienvenue à cet épisode en collaboration avec l'Université d'Ottawa, Radio FTX, Jurivision et l'Association de droit de l'immigration et des réfugiés de l'Université d'Ottawa. J'ai le plaisir d'accueillir Kevin Bitounou. Bonjour Kevin, c'est toi qui es président de l'Association du droit de l'immigration et des réfugiés à l'Université d'Ottawa. Alors Kevin, immédiatement, parle-nous un petit peu de ton association. Oui, bonjour Hugo. L'Association du droit de l'immigration et des réfugiés a pour mission de promouvoir le droit de l'immigration et des réfugiés auprès des étudiants de la section de droit civil de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Pour accomplir notre mission, nous réalisons plusieurs projets tels que l'organisation des conférences avec des experts du domaine pour discuter de sujets d'actualité et partager leurs expériences professionnelles. Nous faisons également des enregistrements de podcasts où nous abordons divers aspects du droit de l'immigration et des réfugiés. Ces podcasts permettent de toucher un public plus large et de rendre ces informations accessibles à tous, peu importe où ils se trouvent. En plus de cela, nous faisons également des rencontres informels 5 à 7 avec des professionnels du domaine. Et ces événements sont une excellente occasion pour les étudiants de réseauter, d'échanger des idées et de créer des opportunités d'emploi. Donc, c'est une très belle organisation étudiante. Kevin, je sais que tu nous parles directement du Cameroun aujourd'hui. Et parle-nous un petit peu de qui d'autre a contribué à l'organisation ou à ce projet-là du balado avec nous aujourd'hui. Oui, donc je voudrais prendre un moment pour remercier Laetitia Bilodeau, qui est l'ancienne présidente de notre association. C'est grâce à son initiative que je peux être là aujourd'hui pour enregistrer ce podcast. Elle a non seulement initié l'idée de ce projet, mais elle a également contribué de manière significative aux recherches nécessaires. En effet, Laetitia et moi et Sandrine avons collaboré à l'élaboration de cet épisode-là, donc durant la session. Je pense que c'est toi qui as pris le relais. Alors, ça va nous permettre un petit peu de te donner l'opportunité de nous parler de toi un petit peu, Kevin. Je m'appelle Kevin Bitounou et je suis actuellement à la Faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa. Je suis également le président de l'Association du droit de l'immigration et des réfugiés de la faculté. Je suis moi-même immigré et je suis initialement venu au Canada pour étudier la programmation informatique. Et puis, j'ai réalisé assez rapidement que je n'aimais pas la programmation. Donc, une fois mon diplôme en poche, j'ai décidé d'aller travailler en assurance de dommages de particuliers pendant presque 3 ans. Et par un concours de circonstances, je me suis retrouvé à étudier le droit, ce que j'adore jusqu'à présent. Et naturellement, j'ai développé un intérêt pour le droit de l'immigration et des réfugiés, puisque moi-même, j'ai eu à passer par ce système-là. Super parcours. Je te dis que moi, quelque part dans une autre vie, j'aurais bien aimé ça, travailler en programmation, en informatique. Donc, c'est sans surprise qu'on va parler d'immigration aussi aujourd'hui et on est vraiment, vraiment, vraiment chanceux d'avoir avec nous Gabrielle Thibouteau. Outre ses compétences, elle a aussi le grand avantage d'être graduée, diplômée de l'Université d'Ottawa. Elle est aussi membre du conseil d'administration de For the Refugees et aussi membre de l'Association des avocats et avocates québécoises en droit de l'immigration. Pour nous présenter un petit peu plus le CV de Gabrielle, qui est devant moi puis qui brûle de me dire bonjour, mais on n'est pas rendu là encore, Gabrielle. Attends-moi juste un petit peu encore. Mais je suis accompagné de ma recherchiste extraordinaire, Sandrine Raymond. Bonjour, Sandrine. Bonjour Hugo, bonjour Gabrielle et bonjour Kevin. Donc, pour poursuivre sur la lignée de la lecture du curriculum vitae de Gabrielle, elle est avocate du Barreau du Québec depuis 2022 et savait depuis longtemps que le droit de l'immigration était sa vocation. Afin de mieux comprendre les mouvements migratoires et leurs impacts, elle a complété avec distinction le baccalauréat en droit civil et le baccalauréat en développement international et mondialisation
à l'Université d'Ottawa. Gabrielle, c'est ton tour. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter notre invitation comme ça. Nous sommes véritablement choyés de te recevoir aujourd'hui. Sandrine nous a indiqué que tu savais dès le départ que le droit de l'immigration, c'était ta vocation. Parle-nous de ton cheminement, ton trajet, pourquoi, d'où ça vient tout ça. Ça a commencé avec une photo en 2012 du petit Alan, qui était le neveu d'une résidente permanente canadienne, et c'était un Syrien qui avait traversé la Méditerranée. Et la photo a fait le tour du monde. C'est le petit garçon avec le T-shirt rouge qui était décédé. Donc, moi, c'est venu vraiment me chercher profondément. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au mouvement migratoire. Donc, après ça, je suis rentrée à l'université dans le double bac et coop. Donc, j'ai commencé dès le début. Là, j'ai travaillé avec les douanes, j'ai travaillé en pratique privée, tout le temps en immigration, jamais vraiment en humanitaire. Donc, beaucoup en tout ce qui est économique, permis de travail, permis d'études, résidence permanente pour les travailleurs et les gradués. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à faire mon travail. Et là, justement, j'ai fait autant de ce qu'on appelle du processing, donc vraiment la création de dossiers, la préparation de permis. Et là, je suis en train de faire un début là, vers le litige, donc récemment. Welcome. Bienvenue dans notre monde. Et c'est le fun que tu nous parles comme ça parce que tu fais ta propre transition vers ma prochaine question, ton quotidien. Aujourd'hui, là, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais du matin au soir? Aujourd'hui, vraiment, ma journée, ça a été une lecture de dossier pour une audience devant la Commission pour les réfugiés qu'on a mardi matin. Mais c'est sûr que là, je sors de 3 ans dans un cabinet où vraiment, c'est vraiment la gestion clientèle pour la préparation de dossiers. Donc, c'est vraiment 2 mondes là, auxquels que je m'adapte. Donc, c'est ça mon nouveau cabinet, là, BDIA, où là, vraiment, on est 100% du litige. Donc, je ne monte plus de dossiers de permis d'études comme on va discuter. Je suis vraiment dans le litige, les poursuites et vraiment les négociations avec justice. Tu fais encore mon autre transition. Je vais t'engager. C'est vraiment plus facile comme ça. On va parler justement de, moi, ce que j'appelle comme un profane un peu, là, l'immigration étudiante. Le ministre Miller a annoncé plein de choses depuis quelques mois en matière d'accueil des étudiants internationaux, notamment une réduction de 35% des visas pour les étudiants internationaux des collèges et des programmes de premier cycle universitaire. Ça devait être des mesures temporaires qui sont entrées en janvier 2024 et devraient rester en place pour 2 ans. Là, tu me regardes déjà avec tes grands yeux, je vais me faire reprendre, c'est sûr et certain. Je continue. Selon le ministre Miller, ces mesures surviennent alors que l'augmentation rapide du nombre d'étudiants étrangers exerce une pression sur le logement, la santé et d'autres services. Ces mesures visent aussi à mieux protéger les étudiants internationaux, ça me fait toujours rire, hein? Protégeons les étudiants contre les fraudes. Toutefois, le ministre précise que la crise du logement n'est pas le seul facteur à l'origine de ces mesures, l'objectif principal étant d'enrayer les impacts négatifs d'un système hors de contrôle. Quand même des bons mots. Suivant les mises en garde que tu m'as fait en pré-entrevue, juste au niveau de ces annonces-là, qu'est-ce que tu en penses? Et je me souviens toujours de ce qui s'est passé ce matin-là. Littéralement, à 9 h le matin, M. Miller annonce un gel temporaire des demandes de permis d'études. Donc, si on n'avait pas déposé notre dossier ce matin-là, on était cuit. Okay. On ne pouvait plus déposer jusqu'à ce que chaque province déterminait, ce qu'on va parler plus tard, là, les lettres d'approbation provinciales. Donc, il y a eu comme 2 mois et demi là, où on ne pouvait plus déposer de dossier. Ça a été un hécatombe, ça a vraiment été une surprise. Donc, c'est ça aussi en immigration, c'est qu'on n'en a toujours pas notre argent, il faut toujours se garder à jour parce qu'on ne peut rien prendre pour acquis. Jamais. Il faut toujours vérifier. L'épisode d'aujourd'hui, comme j'ai dit, vise à établir un peu la procédure à suivre. Ça a été suggéré par les étudiants de l'Association en immigration et pour les réfugiés de l'Université d'Ottawa. Donc, comment on fait pour immigrer en tant qu'étudiant étranger ici? Évidemment, on n'a pas le choix, on ne peut pas passer à côté, parler des règles qui sont imposées un peu par le ministère. Sandrine a fait des efforts jusqu'à aujourd'hui, ce matin, 19 juillet, pour voir s'il y avait quelque chose de nouveau. Je te confirme que non, il n'y a rien de nouveau ce matin, mais je tiens à préciser, en fait, tu m'as demandé de préciser que les procédures changent fréquemment. Oui, effectivement, parce que le ministre Miller est en train de rencontrer les provinces et les territoires pour établir de nouvelles mesures pour l'immigration étudiante. Donc, le podcast sera divisé en 3 sous-sections. Processus pour obtenir un permis d'études, les règles applicables pendant les études et le processus à suivre après les études si l'on souhaite rester au Canada. Si vous cherchez des bonnes informations, n'oubliez pas qu'il y a l'Acadie qui existe, l'Association des avocats du Québec en immigration. Il y a un bottin spécifiquement pour des avocats et des juristes en immigration, si vous avez des questions. Tu es sur le CA Je suis sur le CA, exactement, oui. Bon, excellent. Fait que c'est facile à trouver tes coordonnées, c'était un peu partout. Tout à fait. For the Refugees, l'Acadie, sur le site de mon employeur BDIA. Et tu es sur LinkedIn aussi. Tout à fait. Et voilà. Bon, j'aime pas ça parler de section ou de sous-section, mais on va le faire quand même. Donc, demande pour venir étudier.
processus d'application est arrivé. On m'entend tourner les pages. Gabriel les demande pour venir étudier. Le processus d'application est l'arrivée. Dis-moi, là, comment c'est rentré en vigueur, où on est, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, tout d'abord, l'étudiant doit obtenir une admission à l'université ou à l'école. Et là, vraiment, on parle d'un EED. Et là, j'ai le terme en anglais seulement qui me vient en tête. Donc, c'est vraiment une liste d'institutions qui sont désignées par IRCC, qui peut être trouvée sur Internet. Donc, vraiment, il faut la lettre d'admission. Par la suite, si on est au Québec, il faut demander le CAQ en premier au MIFI, donc le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Et par la suite, il faut faire la demande de permis d'études auprès d'IRCC, donc Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Si, exemple, on veut aller en Ontario, par exemple, l'Université d'Ottawa, il va falloir faire la demande avec l'Université d'Ottawa pour obtenir son admission. Par la suite, il va falloir que l'université confirme que l'étudiant a bel et bien une place à son école pour le programme, pour l'admission qui a été émise. Et ça, c'est ce qu'on appelle la LAP, donc la lettre d'approbation provinciale, qui a été annoncée en janvier 2024, qui est une nouveauté pour mettre le quota sur le nombre d'étudiants internationaux. Je t'avais averti en pré-entrevue que j'ai comme plein de questions tout le temps, puis là, c'est pas dans le script. Là, j'ai l'impression que déjà là, on a un chien qui court après sa queue. Oui. Ah, OK. Oui. OK. Question comme ça aussi qui me passe par la tête. L'Université d'Ottawa est en Ontario. Oui. Si on étudie un programme, le droit civil, qui est un programme québécois, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. OK, parfait. C'est où est physiquement l'école. OK. Et on s'entend que la liste de ces établissements-là, on parle d'établissements sérieux, entre guillemets. Là, je veux dire, ça doit être assez simple à se figurer là, qui fait partie de cette liste-là. Oui, mais c'est quand même à vérifier parce qu'un permis d'études ne peut pas être émis pour une école qui n'a pas son accréditation. Et son accréditation, là, justement, avec toutes les annonces qu'il y a eu récemment, il y en a eu beaucoup qui ont perdu leur accréditation. Lettre d'approbation provinciale. C'est pas la même chose que le CAQ. Le CAQ, c'est quelque chose qui est prévu dans l'accord Canada-Québec. Donc, en fait, en tout temps, un étudiant qui voulait étudier au Québec devait demander un CAQ. C'était non négociable. Par contre, la LAP, c'est nouveau. Ça, c'est depuis janvier seulement. Et chaque province a sa propre façon d'émettre ses LAP. Donc, je ne les connais pas tous, mais je sais que l'Ontario, c'est l'école qui va l'émettre en même temps que la lettre d'admission généralement. Certaines écoles, il va falloir faire une demande par la suite. Ça va à l'encontre de tout ce que je sais. Pour faire un changement à une procédure ou un processus gouvernemental, il faut une loi, un règlement. Là, le ministre Miller fait une annonce et c'est ça? Oui. Le ministre de l'Immigration a un pouvoir discrétionnaire qui est très, très large. Un exemple très positif, il y a la jeune surfeuse qui est américaine, ne pouvait pas obtenir la citoyenneté canadienne. Eh bien, le ministre est intervenu pour lui octroyer la citoyenneté parce qu'elle voulait faire les Olympiques de Paris avec le drapeau canadien. Donc, il y a un pouvoir extraordinaire que peu d'autres lois permettent à d'autres ministres, je crois. Donc, c'est pour ça que oui, M. Miller, avec son équipe, peut se réveiller un matin et dire, OK, nous autres, on fait ces annonces-là pour contenir l'immigration et ça a la force de loi. Tu nous as corrigé un peu dans nos notes. Effectivement, c'est pas du droit positif comme on le connaît, comme on l'a appris, mais bel et bien des directives qui guident l'application de la législation. Exactement. Je te remercie de ces précisions-là, même si ça fait pas beaucoup de sens dans ma tête, là, un pouvoir ultra discrétionnaire d'un ministre. Alors, la lettre d'attestation provinciale, on obtient ça comment? Comme je disais, c'est vraiment, ça dépend de chaque province. Et après ça, ça peut dépendre aussi des institutions. Donc, je connais juste l'Ontario parce que j'ai dû faire des demandes de permis de travail pour l'Ontario. Et c'est l'école qui l'émettait. Parce que mais il faut faire la demande pour l'émettre? Encore là, ça dépend. Des universités qui ont décidé de les émettre en même temps que les lettres d'admission. Quand on sait que c'est un étudiant international, d'autres, il faut faire une demande au registraire ou au service des étudiants internationaux. Comment ça fonctionne pour le choix de programme? Tantôt, quand Kevin nous parlait, il nous faisait part de son parcours, il a dit qu'il est venu étudier ici à titre de programmeur informatique. Et là, je me disais, si je me souviens bien, ça, c'est quelque chose qui est aimé ici ou encouragé, programmeur informatique. Est-ce que c'est la même chose pour tous les programmes? Bien, oui, en fait, tous les programmes sont ouverts aux étudiants internationaux. C'est sûr qu'il y a des programmes pour lesquels on va des fois donner des bourses de plus, par exemple, à des étudiants. Par contre, comme étudiants internationaux, quelque chose qui est super important d'être au courant, c'est que si, exemple, on a déjà fait des études, par exemple, si Kevin avait fait ses études de programmation au Cameroun et là faisait une demande de permis d'études pour le droit au Canada, honnêtement, il faudrait une bonne justification de pourquoi tu passes de programmation à droit. Drapeau rouge. Drapeau rouge. Okay. Donc, surtout des gens, exemple, qui ont déjà un peu commencé leur carrière à l'étranger ou qui ont fait un bac, qui viennent à la maîtrise, il faut être prêt à justifier pourquoi on a choisi ce programme-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours que les étudiants internationaux gardent en tête. Pourquoi je choisis ce programme-là? C'est toujours une très bonne idée aussi là, d'inclure un plan d'études quand on fait sa demande. Est-ce que tous les programmes sont autorisés pour venir étudier ou non, on veut pas d'infirmière au Québec? Non, il n'y a pas de limite comme ça par rapport au programme. C'est plus par rapport à l'école. Il faut s'assurer que l'école a son accréditation. C'est vraiment ça. Puis une fois admis dans les programmes, là, on a la lettre d'admission
Et suite à ça, on fait la demande de permis d'études. Celle-là, elle est fédérale, c'est ça? La demande de permis d'études est avec l'IRCC au fédéral, exactement. Tu nous disais de faire attention sous les nouvelles directives quant aux lettres d'acceptation provinciale. L'IRCC semble se garder une discrétion de validité que la lettre de l'établissement d'études désigné est bel et bien valide, ce qui fait en sorte que la personne de ressources de l'université a 10 jours pour répondre, sans quoi la demande de permis peut être refusée. Oui, donc on a des collègues là, avocats en immigration qui ont reçu ça récemment comme lettre de refus de la part d'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada parce qu'ils avaient peut-être pas soumis la lettre LAP ou je sais pas, mais vraiment l'agent au dossier a décidé que lui, il appelait l'université. Il y avait donné 10 jours et le 10 jours s'est écoulé, il n'y a pas eu de retour de l'université et donc il a pris pour acquis que la lettre était une fraude et a refusé le permis. C'est une autre liberté. J'essaie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est très nébuleux. OK. Parce que ça, exemple, c'est quelque chose que je ne savais même pas jusqu'à ce que je vois les lettres de refus de la part de certains collègues où là, j'ai fait, oh mon Dieu, OK, ils se gardent vraiment ce pouvoir-là. Mais en même temps, je pourrais te parler pendant une séance complète de Chinook, l'intelligence artificielle d'IRCC, sur comment ils traitent les demandes. Comme je pourrais te parler les motifs de refus complètement déraisonnables qu'on reçoit à titre de représentant. Donc, il y a quelque chose de très nébuleux en immigration qu'on ne retrouve pas dans d'autres domaines du droit. Ça, c'est vraiment une réalité avec laquelle les praticiens ont fait affaire. Mais si ils jugent qu'il y a des lettres qui sont fausses, invalides ou peu importe, j'imagine que c'est parce qu'ils ont eu une expérience de fausses lettres et tout ça. Hein? Oui, il y en a eu énormément. Il y a eu le cas de, je pense qu'on parlait d'une centaine d'étudiants indiens qui sont arrivés en Colombie-Britannique avec tous des fausses lettres d'admission, mais qui avaient donné lieu à des approbations véridiques pour des permis d'études. Et ces gens-là, la plupart ont été déportés. Il y a eu des situations comme ça, là, vraiment à répétition, et c'est malheureux, mais quand on parle de protéger les étudiants internationaux, c'est que souvent ces gens-là vont en payer des dizaines de milliers de dollars pour leur admission à l'université, parce que pour eux, c'est normal de payer des institutions pour être admis, c'est normal de payer autant pour pouvoir être accepté à UBC, l'Université d'Ottawa. Donc, ils se retrouvent avec des fausses lettres, font des demandes valides, et le gouvernement croyait que c'était des vraies lettres. Et donc là, ils se sont dit, non, vraiment, on a besoin d'un système pour se protéger il faut qu'on vérifie, est-ce que c'est vraiment une vraie lettre? Je me sens un peu mal de mon sarcasme en introduction en disant, ben oui, on va protéger les étudiants, mais là, je comprends ce que tu dis. Oui. OK. En plus de ça, les étudiants qui, eux autres, étaient sincèrement engagés à s'en venir ici, mais sont fait frauder peut-être même de leur côté. Tout à fait. Le permis d'études fédéral. Oui. Je comprends que le nom répond un peu à la question que je vais te poser, mais je vais te la poser quand même. Ça sert à quoi? Pourquoi un permis d'études? Ça permet d'étudier dans un programme désigné, dans une école désignée. Et là, il y a des conditions qui y sont rattachées, donc c'est important de les respecter en tout temps. Mais c'est pas ce qui va permettre à quelqu'un de rentrer sur le territoire. Le permis d'études, c'est vraiment le papier qui permet à la personne d'étudier et de compléter ses études. Donc là, je ne sais pas si je rentre tous dans les détails, c'est quoi les conditions qui y sont rattachées. Mais je sais qu'il y a des conditions, mais il y a aussi des exceptions. Tu peux pas venir, OK, je m'en viens étudier ici 6 mois, là, faire une session ou des choses comme ça. Non, exactement. Okay. Tu peux venir étudier 6 mois et moins. Et là, exemple, tu n'auras pas nécessairement besoin d'un permis d'études. Ah, okay. Mais encore là, ça dépend qu'est-ce que tu viens étudier. Si c'est des cours de langue, ça, c'est intéressant. Comme exemple, un étudiant comme Kevin qui vient pour étudier en droit à l'Université d'Ottawa. Donc, on parle d'un programme de 3 ans. Donc, il va faire une demande de permis d'études pour 3 ans. Si, exemple, Kevin, pour une raison quelconque, comme moi j'ai fait, il décide d'aller en coop, donc tu te rajoutes quasiment 1 an sur ton programme, bien là, il va falloir qu'il fasse une demande sûrement de prolongation de son permis d'études et une demande de permis de travail pour pouvoir travailler durant ses stages coop. Et est-ce que les conditions d'admissibilité ou pour obtenir cette lettre-là sont, poser la question, c'est d'y répondre, variables? Donc, ça change dépendamment des besoins d'admission d'étudiants. Tu parles de la lettre d'admission? Oui, la LAP, qui est fédérale. Est-ce que ça peut varier en fonction du nombre qu'on veut faire entrer? Tout à fait. En fait, la LAP, c'est maintenant ce que le gouvernement utilise pour imposer le quota par province et au pays entier. Donc, chaque province s'est fait donner un quota. Chaque institution, par la suite, exemple, en Ontario, je sais que chaque école a reçu un quota limité d'étudiants internationaux. Et après ça, les universités les ont redistribués par faculté. Donc là, exemple, on sait qu'un des grands perdants en Ontario, ça va être arts et lettres et sciences sociales. Si mes sources sont fiables, moi, on m'a dit que c'était vraiment les gros perdants en ce moment des universités ontariennes parce que c'est pas les programmes les plus rentables avec les étudiants internationaux parce qu'il faut pas oublier que les étudiants internationaux payent quasiment 3 fois le prix d'un étudiant canadien. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que la Cour supérieure a
décidé que l'augmentation des prix va demeurer là où on a vu ça Oui, c'est rapidement. l'augmentation des prix pour les étudiants étrangers et les étudiants qui, je pense, qui parlaient pas français. Dans le fond, il y a une demande qui avait été faite, je pense, par l'Université Concordia pour demander de repousser la date d'entrée en vigueur de la mesure, sauf que la Cour supérieure a refusé, elle a rejeté la demande de l'Université Concordia. Scoop. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le Québec a des droits en immigration que les autres provinces n'ont pas. Et donc, le MIFI et le ministère de l'Éducation peuvent imposer. Donc, en ce moment, je sais que le McGill et Concordia, là, il y a un gros débat là, qui se passe par rapport au français, l'anglais, les étudiants internationaux, parce qu'ils ne sont pas capables de tirer leur épingle du jeu. Là. On a parlé du permis d'études. Ça m'éclaire, mais en même temps, j'ai un peu de confusion. On parle de la LAP et là, maintenant, plus particulièrement du certificat d'acceptation du Québec, là, Oui, la le CAQ. Qui est l'équivalent de la LAP pour le Québec. C'est le titre de la LAP au Québec, le CAQ. OK, c'est juste le titre. Oui. Donc, j'ai pas besoin d'un et de l'autre. Non. OK, bon, parfait. Et le permis d'études, là, selon 216.3 du règlement fédéral, ne peut être délivré à l'étranger qui cherche à étudier dans la province de Québec, autrement que dans le cadre d'un programme fédéral d'aide aux pays en voie de développement et qui ne détient pas le certificat d'acceptation exigé par la législation de cette province. On fait la demande de l'extérieur? Oui. Donc, il y a eu des mesures politiques d'intérêt public qui a eu lieu pendant la COVID. On peut faire une demande de permis d'études de l'intérieur du Canada pendant plusieurs années. Et la mesure a été révoquée juste comme ça. On n'a pas nécessairement eu de préavis. Techniquement, un permis d'études doit être en tout temps demandé de l'extérieur du Canada. OK. Et le CAQ? Également. C'est en ligne, comme ça? Non? Oui, OK. tout à fait. Mais il faut faire la demande de CAQ ou de LAP en premier avant le permis d'études. OK. Donc, et de l'extérieur parce que... Parce que la personne n'est pas sur le territoire nécessairement. OK. Je vois, Kevin, que tu as une intervention. Oui, je pense que ça a été clarifié parce que comme Gabriel disait que les permis d'études doivent se demander toujours à l'extérieur du Canada, je me demandais si un étudiant veut par exemple faire un renouvellement de permis d'études. Supposons qu'il est venu au Canada pour étudier le droit. Initialement, il n'avait pas choisi coop, donc ça augmente son temps d'études et il a besoin de prolonger son permis d'études. Dans ce cas-là, est-ce qu'il a besoin de sortir du Canada pour faire cette prolongation, donc pour obtenir un nouveau permis d'études, ou est-ce qu'il peut le faire depuis le Canada? Il peut le faire depuis le Canada. Ça, c'est quelque chose qu'on considère. Là. Les renouvellements de statut, les prolongations, en fait, de statut peuvent se faire de l'intérieur du pays, tout comme la demande de CAQ ou de LAP si besoin de le renouveler également. C'est une bonne question, merci. Je pense pas à tout, moi, de mon côté, mais en effet, lorsqu'on a un programme coop puis on veut rester puis on doit augmenter la période. Ou quelqu'un qui veut faire une demande d'un changement de programme, qui passe, exemple, a fait 2 ans de droit, décide d'aller à Tefler étudier en business. Probablement, je lui dirais que c'est une grave erreur, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Mais dis-moi, quand tu as ton permis d'études, c'est quoi la limite de temps? La validité de ton permis d'études va être pour la longueur de ton programme, à l'exception où, exemple, ton programme est 3 ans. Et ton passeport expire dans 2. Ton permis d'études va être limité à ton passeport et donc tu vas être obligé de faire un renouvellement. De toute façon, tu as été clair. C'est pas des permis de rentrer au pays, ça, non, les permis d'études et tout ça. Un citoyen étranger qui a besoin d'un visa pour venir ici, le permis d'études, c'est pas un visa. Ça lui prend un visa quand même. En plus, exactement. Okay. Évidemment, ça s'appelle un visa d'études. Non, c'est un visa point. Donc, vraiment, là, c'est le papier qui va être collé dans le passeport. Donc, à la base, quand la personne va faire sa demande initiale de l'étranger, elle sait qu'elle est quasiment approuvée quand elle reçoit une requête pour son passeport. Parce que ça veut dire on est prêt à émettre ton visa dans ton passeport et donc ta demande a pratiquement été approuvée. Okay. Et par la suite, il va recevoir la lettre d'approbation. Donc, il va arriver à la frontière canadienne en débarquant de l'avion avec son visa qui lui a permis de rentrer. Et là, il va se présenter à la douane, à l'agent des services frontaliers de la section d'immigration. Il va dire « J'ai été préapprouvé par IRCC. Pouvez-vous m'émettre mon permis d'études? » Je dois mettre en garde. Les agents frontaliers ont un pouvoir discrétionnaire complet. Ce n'est pas parce que IRCC a approuvé la demande en ligne que l'ASFC, donc l'Agence des services frontaliers canadiens, est obligé d'émettre le permis d'études. OK. Et ça se fait généralement à l'aéroport. Là. Exactement. Il faut absolument le faire au premier port d'entrée dans lequel on rentre. Donc, c'est exemple, on rentre des États-Unis en voiture, ça va être un port d'entrée terrestre. Sinon, c'est à l'aéroport, premier aéroport canadien dans lequel on débarque. On y a déjà répondu, mais ma question est sur le script. C'est pas un permis de séjour temporaire. Non, c'est pas la même chose. Ni un VRT. OK. Et là, Sandrine a mis dans le script, et on va le mettre dans les liens ou dans les notes de l'épisode, glossaire du gouvernement du Canada.
Donc, il y a un lien avec ces termes-là que je semble moi-même utiliser un petit peu là, gauche à droite, là, mais visa d'études, ça n'existe pas. Donc, le glossaire peut probablement aider la plupart des juristes là, qui nous écoutent ou les étudiants étrangers qui nous écoutent à vérifier un petit peu comment on peut naviguer dans les termes. C'est bien ça? Tout à fait. Et Sandrine aussi, je pense qu'elle voulait mettre le lien pour savoir, si, exemple, quelqu'un a besoin d'un visa ou d'une AVE seulement pour rentrer sur le territoire canadien. Exact. Tous ces liens vont se retrouver dans les notes de l'épisode. Vous pourrez tous les consulter, donc ça devrait être facilement retrouvable. Si tu nous fais un petit peu de nomenclature, pour venir étudier, c'est un visa que ça prend. Parce qu'on a aussi des visas de résidents temporaires puis des visas de résidents permanents. C'est pas les mêmes choses. Donc, un visa, quand on dit juste le terme visa, point, on parle vraiment du collant qui est mis dans le passeport pour entrer sur le territoire. C'est pas ce qui nous donne le droit d'étudier. Ça, c'est le permis d'études. Tout comme ce qu'on a besoin pour travailler, c'est le permis de travail. Bon, je parle en termes généraux, parce que c'est sûr qu'il y a des exceptions où on peut rentrer, puis on n'a pas besoin d'un permis d'études ou on n'a pas besoin d'un permis de travail. Mais en règle générale, on rentre avec un visa. Si notre pays n'a pas besoin de visa, on a besoin d'une AVE, donc une autorisation de voyage électronique, à l'exception des Américains qui, eux, n'en ont pas besoin, ou des résidents français de Saint-Pierre-et-Miquelon qui rentrent par voie terrestre. Donc, ça, c'est pour rentrer sur le territoire. Quand on parle, exemple, de visa de résident permanent, c'est quelqu'un qui a appliqué de l'étranger pour la résidence permanente et là, qui se fait accepter et qui doit arriver. On appelle ça vraiment le visa de résidence permanente parce que c'est différent, c'est moins long. Généralement, la validité là, va être... le plus long que j'ai vu, je pense, c'est 8 mois pour quelqu'un de rentrer puis venir s'établir au Canada. Okay. Un permis de séjour temporaire, ça, un PST, ça, c'est pour quelqu'un qui a une inadmissibilité, soit criminelle ou médicale, et qui a besoin d'être ici temporairement au Canada. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à lesquels on utilise parce qu'il y a des termes très, très spécifiques et ça n'implique pas les mêmes conditions, les mêmes demandes ou même les mêmes frais gouvernementaux quand on dépose la demande. Ça doit aller très vite quand vous parlez avec des gens de ton domaine. Faites juste dire des lettres. Oui. LAP, les conversations se terminent rapidement. Tout à fait. Puis j'ai même des collègues qui sont capables de citer les articles de loi par cœur avec le numéro de formulaire. Je suis pas encore rendue là, mais oui, il y a un jargon en immigration. Sandrine, tu nous dis que non seulement on va avoir les liens, mais aussi pour vérifier si on a besoin d'un visa. Tu nous as dit qu'on peut aller sur le site de l'IRCC. Oui, exact. Et ceux qui n'ont pas besoin de visa, ça ne change pas le fait qu'ils ont besoin d'un permis d'études. Tout à fait. C'est juste que c'est plus facile pour eux de rentrer. C'est seulement un formulaire à remplir en ligne, ça va leur coûter 7 $. Donc, c'est plus facile pour eux. Ils n'ont pas besoin, il va y avoir rien qui va être collé dans leur passeport, en fait. C'est un courriel qu'ils vont recevoir qui peut prendre 24 à 48 heures et on fait la demande d'AVE une fois qu'on a le permis d'études. Alors que quelqu'un qui a besoin d'un visa, les deux demandes se font concurremment. Et si la personne, exemple, est au pays, n'a pas terminé ses études, mais que son visa a expiré, il doit faire une demande de renouvellement de visa de l'intérieur du Canada pour pouvoir, exemple, rentrer comme Kevin pour revenir par la suite pour finir ses études. Et là, j'avais une distinction que je te demandais de me faire pour le 6 mois ou moins et 6 mois et plus. C'est quelque chose que je dois savoir? Mais c'est vraiment technique, puis je pense pas que pour les étudiants, exemple, de l'Université d'Ottawa, c'est quelque chose qui s'applique à eux. Okay. Généralement, 6 mois au moins, on parle pour des gens qui vont venir faire des cours de perfectionnement de langue, surtout. Surtout, ça a vraiment été pour ça. Exemple, moi, je connais des écoles de langue que l'été font venir une vingtaine d'étudiants du Pakistan ou du Bangladesh. Ils ont besoin du visa pour rentrer, mais ils sont exemptés de permis d'études parce qu'ils viennent faire des cours d'anglais ou de francisation, c'est tout. Et y a-t-il des différences pour les citoyens américains? Donc, pas quelqu'un qui vient des États-Unis, mais un citoyen américain qui s'en vient ici. Y a-t-il des avantages? Oui. Oui, donc eux n'ont pas besoin d'AVE à la base. Donc, premièrement, ils peuvent rentrer au port d'entrée. Donc, quand je parle d'un port d'entrée, là, je parle d'un service frontalier. Donc, ils peuvent se pointer avec toute leur documentation et faire la demande au point d'entrée. Littéralement. Okay. Ils n'ont pas besoin de faire une demande en ligne au travers d'un portail, le portail d'IRCC. Eux, c'est vraiment, ils se pointent à la douane. Ils ont tous leurs documents, par contre. Là. Il faut la lettre d'admission, il faut la preuve qu'on se qualifie, qu'on a les fonds financiers. Il faut quand même tout monter le dossier. Mais eux peuvent prendre leur avion, prendre la voiture et quand ils arrivent à la douane, ils déposent, l'agent va regarder et il va souvent émettre. Je m'en allais dire, donc ils n'ont pas besoin de toi, mais finalement, il y a un dossier quand même à monter. Écoute, c'est normal de dire j'ai ma lettre d'admission de l'Université d'Ottawa et non pas je pense bien aller étudier Non, il faut la lettre d'admission, il faut la LAP ou le CAQ, il faut la preuve de fonds financiers. Un endroit pour vivre? Pas nécessairement. Généralement, on va prendre pour acquis que les étudiants vont être sur le campus, surtout les premières années. C'est sûr que ça peut être recommandé.
de prouver où est-ce qu'on va demeurer, mais en même temps, c'est pas un prérequis pour obtenir un permis d'études. Quand on parle des conditions, il faut vraiment la preuve de fond, la lettre d'admission, la LAP ou le CAQ, ça, c'est vraiment ces 3 choses sans lesquelles, si on n'a pas ça, c'est sûr qu'on n'a pas d'approbation. Plus 6 mois, moins de 6 mois s'applique dans le même sens. C'est peu importe. Là. Mais il va falloir, quand ils vont faire la demande de visa, s'ils ont besoin d'un visa. Mais si on parle d'Américains, les Américains vont pouvoir rentrer. Généralement, on va se le dire aussi à la douane, les Américains, c'est rare qu'ils se font poser des questions. Ouais, c'est ça. Donc, souvent, ils peuvent, oui, exemple, venir étudier dans une école de langue pour 6 mois. Par contre, il y a un agent qui pourrait toujours dire pourquoi tu viens étudier 6 mois au Canada en anglais plutôt qu'aux États-Unis. Okay. Donc ça, c'est sûr qu'il faut toujours faire attention. Donc, on a le 6 mois qui est un peu réglé. On sait qu'il y a une bonne partie du reste de l'Amérique, donc l'Amérique du Sud, là, qui viennent étudier aussi au Québec ou en Ontario. Si on parle des Mexicains, y a-t-il des choses particulières pour eux? Oui, bien, il y a eu des grosses annonces récemment. Donc, en fait, ce qui s'est passé avec les passeports, les citoyens du Mexique, il y a eu une vague d'annulation de leurs AVE parce que les Mexicains, en vertu de l'ALENA, ce qui était avant l'ALENA, le Canada a décidé de retirer les visas en 2016. L'obligation de visa. Donc, maintenant, ils peuvent venir avec des AVE. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une augmentation, même une explosion dans les dernières années de demandes d'asile de la part du Mexique. Donc, pour remédier à ça, là, on a ramené l'imposition du visa. Par contre, puisqu'on passe d'une situation où on a des centaines de gens, des milliers de gens qui possèdent des AVE, la plupart ont reçu des avis d'annulation d'AVE. Donc, il y a comme une mesure transitoire qui a été énoncée que quelqu'un qui a un permis de travail valide peut encore utiliser seulement une AVE. Ou tu peux être éligible à une AVE si tu es détenteur d'un visa pour les États-Unis et que tu as détenu un visa, exemple, dans les 10 dernières années pour le Canada. Ah, okay. Par contre, moi, j'ai eu des clients qui ont eu des soucis à la frontière. La règle générale s'applique encore à la frontière. Ils ont une autre discrétion. C'est qu'en fait, c'est qu'il y a eu une vague d'annulation d'AVE dans le système. Et en fait, là, il y a des procédures pour les réactiver. Mais moi, exemple, j'ai un client, ça fait 3 mois que j'attends qu'elle soit réactivée. Ça ne l'est toujours pas. Donc, on a perdu patience, on a appliqué pour un visa. Mais lui, techniquement, il était éligible à une AVE. Donc là, c'est nous qui avons décidé stratégiquement, monsieur avait besoin de voyager. Donc, on a décidé d'appliquer pour un visa. On l'a eu en 15 jours. Ils doivent étudier. Oui. Puis là, il me semble qu'on a vu ça dans les journaux. Est-ce qu'on vérifie ça s'ils vont à l'école? S'ils vont se faire attraper quand on va demander soit un renouvellement ou si on demeure au Canada et on fait une demande de permis de travail post-diplôme ou on commence pour la résidence permanente, si la personne n'a pas étudié à temps plein et n'a pas respecté toutes ses conditions de séjour, là, c'est là que ça va faire mal. OK. Si la personne n'a pas étudié à temps plein, mais respecte elle a été ici pour 2 ans, puis après 2 ans, s'en va, les chances que... Si la personne quitte, ne revient pas au Canada, nécessairement, il n'y a aucun souci. Mais moi, je pense exemple à quelqu'un... Kevin, je vais t'utiliser comme exemple. Tu as fait un changement de programme. Eh bien, si par hasard, je ne sais pas, tu prends une session que tu prends off ou que tu es à temps partiel, mais que tu n'es pas capable de le justifier, quand il a fait sa demande de permis d'études pour passer, exemple, en droit, là, il y aurait eu des soucis. Là, le gouvernement aurait pu poser des questions sur pourquoi tu n'as pas été inscrit à temps plein durant toutes tes sessions. Le seul temps où tu as le droit d'être à temps partiel, c'est ta dernière session d'études, parce qu'on est conscient que tu as peut-être pris tous tes crédits et donc, il t'en reste plus assez pour être temps plein. Sinon, il faut vraiment que les étudiants documentent de manière extrêmement détaillée pourquoi ils sont à temps partiel. Et c'est vraiment malheureux, mais j'ai vu, moi, beaucoup d'écoles qui avaient des conseillers qui disaient aux étudiants « Ah, c'est pas grave, on va te mettre à temps partiel. » Quand tu es étudiant international, c'est vraiment mauvais. Ça peut pas être une option qui est sur la table. Donc, ça, il faut vraiment que les étudiants soient conscients de ça. Et tu dois avoir une job? Ça dépend. Ça dépend. J'aime mieux quand tu me disais tout le temps oui, non, tantôt. Parce qu'il y a eu des politiques d'intérêt public. Ça prend un permis de travail aussi si on veut travailler par-dessus un permis d'études? Oui et non. OK. Je vais prendre l'exemple commun. Si je suis en droit et je suis également en coop, comme on peut faire à l'Université d'Ottawa, eh bien, il va falloir absolument un permis de travail pour pouvoir travailler temps plein pendant mon stage coop. Par contre, si je veux une job étudiante pendant ma session, exemple comme barista chez Vanout en face de l'université, premièrement, je ne peux travailler que temps partiel. OK. Et il faut faire attention qu'il n'y ait pas eu la mention mise. Là, il y a des petites conditions des fois dans les fine print du permis d'études quand il va être imprimé par les douaniers. Il faut s'assurer que ça dit qu'on peut travailler hors campus ou qu'il n'y a pas de mention que travaille seulement sur le campus qui est mis. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut juste faire attention. Et là, j'insiste sur faut faire attention parce que pendant la pandémie, il y a eu des mesures, des politiques d'intérêt public qui ont été sorties que disant les étudiants pouvaient travailler à temps plein. Ça a été beaucoup publicisé. Là, vous pouvez travailler à temps plein, vous êtes étudiants internationaux.
mais il y avait énormément de conditions. Il fallait avoir un permis d'études qui avait été émis avant une date précise, d'être rendu à tel endroit dans nos études. Moi, exemple, j'ai des clients que là, la politique n'existe plus. Soit on continue à travailler à temps plein parce qu'ils ne savaient pas qu'elle avait été retirée, ou on travaillait à temps plein, mais ne se qualifiait pas parce qu'eux pensaient que ça s'appliquait à tout le monde. On est pris là avec des renouvellements où là, on va avoir des soucis parce que là, on va se faire dire par le gouvernement « Ouais, mais tu n'as pas respecté tes conditions de travail, tu as travaillé temps plein. » Finalement, appelez Gabrielle et lisez vos documents. Je veux dire, c'est un peu Lisez ça. vos documents. Gabrielle, ça m'amène à penser, si on a besoin de services gouvernementaux, là, ça fonctionne comment? Là, peut-être la santé, je ne sais pas, aller à l'hôpital. Si tu es ici pendant quelques années pour tes études, tu peux avoir besoin de services gouvernementaux. Les étudiants internationaux sont obligés d'avoir une assurance. Et encore là, c'est important de lire vos documents. L'assurance universitaire étudiante, parfois, ne couvre pas le rapatriement. Et ça, c'est des conditions. Exemple, surtout quand on est au Québec, le MIFI va demander des assurances. Donc, je prends des exemples récents qu'on a eus. Là. On a des étudiants du barreau qui se faisaient refuser leur CAQ pour les études du barreau sur la base qu'ils n'avaient pas les bonnes assurances, alors que c'est les assurances du barreau comme étudiants. Donc, il fallait qu'ils se prennent une assurance privée en plus qui couvre le rapatriement en cas de décès ou de maladie majeure et autres. Donc, pour la santé, ils peuvent se pointer à l'hôpital, mais ils doivent avoir une assurance privée, c'est obligatoire. On a parlé du travail tantôt, mais là, je me dis, mais il semble qu'il faut... Oui, donc le numéro d'assurance sociale, il faut voir avec Service Canada. Ils sont rendus très habitués avec une ligne pour pouvoir parler par rapport aux étudiants étrangers ou travailleurs étrangers. Petite astuce, quand, exemple, votre statut est sur le point d'expirer, bien, votre numéro d'assurance sociale également, généralement. Par contre, une fois que votre statut est renouvelé, votre numéro d'assurance sociale est renouvelé rétroactivement. Donc, vous pouvez continuer à travailler pendant que vous attendez votre numéro d'assurance sociale. J'espère que nos auditeurs ne seront pas trop découragés. On passe à la sous-section 2. Pendant les études, juste rapidement, y a-t-il des renouvellements à faire durant les études? Y a-t-il des procédures particulières à faire durant la période de validité du permis d'études? Si pendant les études, exemple, j'ai un programme de 3 ans, mon permis d'études est valide pour 3 ans, mon CAQ est également valide pour 3 ans, non, tout est beau. Okay. C'est vraiment, si exemple, parce que mon passeport allait expirer ou parce qu'il y a eu une erreur lors de l'impression, que là, il faut faire attention pendant les études. Mais sinon, généralement, si l'étudiant suit son cursus et qu'il a fait la bonne demande, il ne devrait pas avoir à renouveler quoi que ce soit. Y a quelqu'un qui peut cogner à sa porte puis venir vérifier? Personnellement, moi, j'ai jamais eu de dossier comme ça. La seule chose qu'il regarde, c'est quand ça expire, finalement. Exactement, et s'assurer de remplir ses conditions en tout temps. Si voyage, exemple, Kevin, j'espère qu'en retournant au Cameroun pour tes vacances, tu es parti avec ton permis d'études original parce que généralement, quand tu reviens à la douane, faut ton permis d'études original pour passer la douane. Kevin, as-tu besoin qu'on t'envoie un courrier? T'es correct, tant mieux. C'est bon. Je coule ma session. Je suis expulsé pour mesure disciplinaire de l'université. Il arrive quoi? Il va falloir des bonnes justifications. OK. Exemple, si on parle d'un échec d'un cours, pas d'une session, d'un cours, il va falloir le justifier. Mais il faut le dire. Mais il faut seulement le divulguer. À Gabrielle, tu trouves être la personne en charge du dossier d'immigration de notre étudiant étranger. Et moi, c'est sûr que je vais le voir quand je vais recevoir le relevé de notes. Parce que tu le demandes. Parce que pour faire un renouvellement, il va falloir prouver que la personne était aux études. La meilleure façon de le faire, c'est avec une lettre du registraire et un relevé de notes pour prouver que la personne était non seulement inscrite, mais qu'elle s'est pointée à ses cours et qu'elle a réussi ses cours. OK. Donc, moi, récemment, j'ai eu une surprise comme ça. Okay. J'ai un client que j'ai reçu son relevé de notes, j'ai fait « Ouh, tu as eu 3 échecs. » Parce que tu étais au moment du renouvellement ou de la prolongation. OK. Renouvellement, prolongation. Synonyme. Parfait. Donc, non, c'est ça. Lui, des échecs et ça faisait en sorte qu'il se bloquait des cours obligatoires pour passer à la prochaine étape dans son cursus. Et donc, il a eu 2 sessions à temps partiel. Il a fallu justifier. Donc là, il a fallu parler avec le client, il a fallu vérifier pourquoi il y a eu des échecs, pourquoi il était à temps partiel. Et là, c'est ça que des fois, tu découvres que, oh, OK, mais là, on n'a pas de preuves vraiment là-dessus. Donc, c'est super important. Ça arrive des échecs. Le gouvernement ne va pas mettre quelqu'un à la porte juste comme ça. Mais si vous êtes accompagné d'un avocat ou de quelqu'un, vérifiez qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Changement significatif dans notre cheminement d'études. Je pense que Kevin, tu avais une question là-dessus. Oui, j'avais une question par rapport à cela. Donc, je me demandais, je pense que la question a déjà été abordée, c'est-à-dire si jamais les conditions relatives au permis d'études ne sont pas respectées, qu'est-ce qui arrive? Ou plutôt quand il faut aviser, faire les changements.
C'est un peu ça que je me pose aussi comme question. Merci, Kevin. Mais là, on sait que ça peut arriver, on sait qu'il faut le faire, mais on a-t-il des délais et est-ce qu'on doit s'attendre à avoir une réponse dans 180 jours? Non, ça, c'est vraiment particulier ici, mais parce que l'interface des portails n'est pas le même pour un représentant comme moi ou, exemple, si Kevin fait sa demande par lui-même. Dans le portail des individus, il y a une section littéralement où la personne peut juste cliquer pour aviser le gouvernement de son changement de programme et ou d'école. Selon, par contre, ce qui va être écrit sur le permis d'études, ça se pourrait qu'on doit faire une nouvelle demande. Mais en tant que représentant, des fois, on ne peut pas aviser IRCC de la même façon, donc on fait un changement. Et aussi, parfois, c'est à l'avantage de la personne de faire un nouveau permis d'études parce que, si, exemple, j'ai fait 2 ans sur 3 de mon bac en programmation, puis là, je rentre en droit pour 3 ans, mais je vais peut-être faire mon nouveau permis d'études pour couvrir toute ma durée de mon bac en droit. Kevin? Je me demandais si j'avais plutôt été à l'Université de Montréal et que, par exemple, après 2 années d'études de programmation, j'avais décidé de partir étudier le droit. Est-ce que mon CAQ aurait été valide ou est-ce que j'aurais eu besoin de demander un nouveau CAQ? Il faudrait que je vois qu'est-ce qui est écrit sur ton CAQ parce que si c'est écrit Université de Montréal et tu changes d'école, on va dire que tu as fait de la programmation à Concordia, tu passes en droit à l'UDM, eh bien là, ça se pourrait que tu aies besoin d'un nouveau permis, un nouveau CAQ. Si tu passes, exemple, de l'Ontario en programmation et là, tu t'en viens au Québec pour faire ton droit, là, c'est sûr que tu as besoin d'un CAQ pour ton droit, ce que tu n'avais pas besoin nécessairement pour ta programmation. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Kevin? Oui, ça répond assez à la question. Donc, vous êtes en train de dire que dans le cas de l'Université de Montréal, donc si j'avais fait programmation à l'Université de Montréal pendant, par exemple, 2 ans, dont je n'ai pas achevé mon bac et que j'étais admis en droit et que je partais en droit dans ce cas-là, puisque c'est la même université, je n'allais pas avoir besoin de changer mon CAQ. C'est bien ça, de demander un nouveau CAQ, je veux dire. Mais c'est ça dépend de ce qui est écrit exactement sur ton CAQ. Si, exemple, c'est écrit programmation, c'est sûr qu'il faudrait un nouveau CAQ. Par contre, c'est pas non plus à ton avantage de changer de programmation avec 2 ans sur 3 de fait pour un programme de 3 ans parce que là, ton permis d'études, il va falloir que tu le renouvelles de toute façon. Donc, quand c'est des changements qui sont aussi majeurs, moi, parfois, je préfère carrément faire table rase et faire une nouvelle demande avec mon client pour que la personne ait tout le temps qu'il a droit pour ses études, pour ne pas avoir à faire un renouvellement. Des fois, en 2 sessions, c'est stressant. Vous avez vos examens à gérer. C'est pas à votre avantage. Merci, c'est clair. J'ai adoré, Gabriel, de voir le mode praticienne en toi entrer. Parce que là, tu as dit, oui, je comprends sa question, mais il a fait 2 ans de programmation. À la limite, fais ta dernière année, puis on s'en va en renouvellement ou en prolongation. C'est ce que tu me dis pour un nouveau programme. Tout à fait, où la personne peut interrompre, mais tu changes de programme. Mais c'est toujours mieux de couvrir toute leur période parce que tu n'as pas le goût d'être pogné à gérer avec le gouvernement en pleine session de fin d'examen. Oui, c'est vrai, tu as raison. On commence une session plus tard ou le congé. Là, je comprends que Kevin est en congé, c'est comme normal, mais un congé de 6 mois, on traite ça comment? On les avise? Oui et non, ça dépend de la durée, exemple, soit différence quand on commence ses études ou, exemple, est-ce que j'interromps mes études pendant une session complète pour des raisons familiales et je dois retourner dans mon pays d'origine pour gérer ça. Ça, généralement, c'est accepter une session. Ou exemple, moi, ça m'est arrivé, le permis d'études, j'ai ma lettre d'admission pour septembre 2024, mais IRCC tarde dans ses délais. Je suis approuvée seulement en octobre. C'est pas mon avantage d'arriver en plein milieu de ma session. Donc, je repousse à janvier. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, quand on parle d'exemple 1 an complet ou de 2 sessions, déjà là, si on est au Québec et qu'on a un CAQ, si on repousse de plus d'une session, si je ne me trompe pas, à moins que ce soit 2, il faudrait que j'aille vérifier la loi, mais automatiquement, le CAQ n'est plus considéré valide. Donc, il faut faire un nouveau CAQ. Finalement, on a un document qui nous permet de faire quelque chose entre certaines dates, puis ça précise qu'est-ce qu'on a le droit de faire, étudier dans quoi, travailler ou non. Grosso modo, le document nous indique tout ça. Et pour obtenir ce document-là, il faut avoir monté un dossier, donner des informations qui sont véridiques et aussi avoir un passeport qui nous permet de voyager durant toute cette période-là. Exactement. C'est gérable. C'est gérable. Je pense que Kevin, tu avais une autre question. Oui. Et si jamais les conditions relatives au permis d'études ne sont pas respectées, qu'est-ce qui arrive à l'étudiant étranger? Mais c'est une super bonne question parce que souvent, moi, ça m'arrive des étudiants qui ont gradué et qu'ils viennent dans mon bureau et là, il y a des soucis. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas besoin d'un renouvellement ou on passe à la prochaine étape après nos études, il n'y a pas nécessairement de mesures pour lesquelles IRCC peut prendre action pendant nos études.
Par contre, c'est quand on va faire le renouvellement ou qu'on va passer à l'étape de la résidence permanente ou d'un permis de travail que là, ils vont contrôler est-ce qu'on a respecté nos conditions. Et c'est là que ça peut faire mal. Soit on peut carrément se faire refuser notre prochaine étape sur la base de ne pas respecter tes conditions. Et donc, tu as 90 jours pour quitter le territoire. Il peut arriver là, des situations comme ça où vraiment la personne doit sortir du pays, ce qu'on veut à tout prix pas. Oui, non, je peux comprendre. Et là, certaines personnes sont toutefois dispensées des conditions du permis d'études conformément au paragraphe R220.1 alinéa 3. Et là, on a une série d'exceptions. On ne les nommera pas. On va vous dire où aller les chercher. Et Kevin, tu avais un ajout, je pense. Donc, j'avais toujours une question par rapport au fait si l'étudiant ne respectait pas les conditions. Je voulais demander à Gabrielle, par rapport au cas où elle a eu des étudiants qui avaient été mal conseillés par leurs écoles, est-ce que c'est possible que IRCC puisse prendre en compte ces circonstances pour, par exemple, donner, on va dire, une réponse un peu plus appropriée ou un peu plus atténuée? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, tout à fait, très clair, Kevin. Moi, c'est sûr que comme avocate, je ne me satisfais pas de seulement utiliser que la personne était mal conseillée par son école. Parce que, bon, il y a le fameux dicton « nul n'est censé ignorer la loi ». Et c'est, oui, les écoles donnent des services, mais ce ne sont pas tous des juristes en droit de l'immigration. Donc, je ne veux pas simplement prendre pour acquis que IRCC va accepter ça comme justificatif parce que j'ai eu des dossiers où ça n'a pas été accepté. Il a fallu qu'on ajoute d'autres preuves. Mais je ne veux pas dire que ça se passe pas. Je suis convaincue, j'ai peut-être des confrères, des consoeurs, que pour eux, ça a fonctionné de juste, pardon l'expression, mais de balancer l'école en dessous du bus. Mm-hmm. Et de toute façon, Kevin et Sandrine, vous allez remarquer, plus votre pratique va avancer, le fameux « est-ce que ça se peut que… » Oui, on va gérer ça, mais la réponse de Gabrielle nous indique vraiment ce qui est important de savoir, c'est-à-dire ne pas simplement se fier à ce que les autres vont nous dire. Il y a des gens qui peuvent nous conseiller différemment aussi. Oui, puis en immigration, il faut vraiment faire attention. Il y a des groupes WhatsApp, des pages Facebook, même des TikTok, des Reels sur Instagram. On les voit, là, et le barreau est en train de passer là-dedans. C'est la mauvaise information. Justement, la campagne qu'il y a eu sur les faux avocats, il faut vraiment faire attention à l'immigration. Donc, vérifiez toujours vos informations sur le site web d'IRCC. Et aussi, n'hésitez pas, vraiment, l'Acadie au Québec, qui est le regroupement des avocats en immigration, une liste de professionnels. On est accessible et vraiment, on est partout dans la province. Merci. Kevin, tu pourrais peut-être passer immédiatement à ta question sur l'aide financière. Oui, donc, comment est-ce que l'aide financière fonctionne? Les étudiants ont fréquemment peu de ressources à leur disposition et souvent les études à l'étranger s'avèrent plus dispendieuses que les études dans le pays de citoyenneté des étudiants étrangers. Oui, tout à fait. Donc, avez-vous une idée par rapport à cela? Bien, en fait, les étudiants internationaux, quand on dépose la demande de permis d'études, il faut pouvoir prouver qu'on détient déjà un seuil minimum de 20 000 $. Donc ça, c'est des instructions ministérielles qui sont sorties récemment. Avant, moi, je comptais grosso modo 50% des frais d'études total pour mes clients pour avoir dans le compte de banque. Par exemple, avec le support des parents et tout. C'est pas obligé d'être dans le compte privé de l'individu. Donc, malheureusement, les étudiants internationaux sont disqualifiés de beaucoup de bourses universitaires. Il peut y avoir des bourses qui sont données par Affaires mondiales Canada. Par contre, il faut faire attention. S'il y a une condition dans la bourse que la personne doit retourner dans son pays à la fin de ses études, et là, l'étudiant se disqualifie pour des futures demandes au Canada. Règle générale, si on a une bourse qui a une condition de rattache à notre pays d'origine, on est disqualifié pour plusieurs programmes par la suite. Donc, quand on fait la demande de permis d'études, les étudiants internationaux doivent techniquement déjà avoir la preuve de leur capacité financière, qui vont être capables d'être aux études à temps plein sans avoir à travailler pour payer leurs études, leurs frais de logement, leur nourriture. Donc ça, c'est généralement, là, c'est un des plus gros motifs de refus d'IRCC pour les permis d'études, c'est qu'on ne croit pas que vous avez vraiment les moyens financiers requis pour étudier au Canada ou qu'on ne pense pas que vos fonds sont licites aussi. Mais faites-vous-en pas, on va travailler en même temps. Oui, mais c'est ça, le gouvernement n'aime pas ça. Je comprends que tu as dit IRCC, donc ça répondait un petit peu à la question que j'avais en tête. Cette instruction ministérielle-là, c'est fédéral, c'est bien ça? Oui, le 20 000. Ouais. Mais quand on fait une demande de CAQ au Québec avec le MIFI, il faut aussi prouver nos fonds avant de passer au fédéral. Pour la LAP, pour les autres provinces, on n'est pas obligé, sous réserve des autres provinces, là, parce que je connais juste l'Ontario, mais techniquement, en Ontario, pas besoin de prouver nos fonds pour la LAP, mais le CAQ, là, faut vraiment, on a des formulaires à remplir, on a des frais à payer gouvernementaux et il faut prouver qu'on a l'argent. Merci, Gabrielle.
Je vous rappelle tout le monde que nous sommes en compagnie de Gabriel Thibouteau, qui est notre spécialiste en immigration pour l'épisode d'aujourd'hui. On a aussi avec nous Kevin Bitounou, directement du Cameroun, qu'on est bien content d'avoir avec nous, qui est le président de l'Association pour l'immigration et réfugiés de l'Université d'Ottawa, et notre recherchiste Sandrine, qui est toujours avec moi. Donc, merci tout le monde. Ça va nous amener à une courte pause, Gabriel. Là, tu vas nous sortir tout le nom des formulaires, qu'est-ce qu'on remplit et la paperasse, grosso modo, qu'on fait. Donc, on se retrouve dans 1 minute ou 2. Alors, chers auditeurs de Questions de preuve, on a une nouvelle offre dans le domaine juridique pour vous. En fait, c'est un podcast qui aborde des sujets légaux de façon accessible et intéressante. C'est Bulle notariale qui est produit avec l'aide du Fonds d'études notariales. Dans le cadre de ce podcast, vous suivez Julien et Martine, une famille recomposée dans leurs aventures juridiques du quotidien. Achat d'une maison, naissance d'un enfant, planification successorale. Bulle notariale vous plonge au cœur des situations réelles qui expliquent comment le droit notarial peut aider à traverser les grandes étapes de la vie. C'est animé par 2 notaires chevronnés que j'adore, Isabelle Dumont et Camille Vallière, avec qui j'ai eu la chance de collaborer et de réaliser les épisodes de Bulle notariale. Et Isabelle et Camille vous offrent des explications claires et concises, sans jargon juridique compliqué. Bulle notariale s'adresse aux juristes, aux étudiants en droit, mais aussi et surtout aux citoyens curieux. C'est une ressource que je pense incontournable pour mieux comprendre les droits et obligations dans des situations de tous les jours, des situations de la vie. Il y a déjà plusieurs épisodes de Bulle notariale qui sont disponibles. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée ou simplement visitez le site bullenotariale.ca. Mais surtout, parlez-en à vos amis, à votre famille, à tous ceux qui pourraient avoir besoin d'un éclairage en matière de droit notarial. Pensez à ceux qui se marient, qui achètent une maison, qui fondent une famille ou qui doivent gérer une succession. Et on finit comme toujours par un appel à l'action. Donc, pour en savoir encore plus, rendez-vous sur bullenotariale.ca ou Bulle notariale sur tous les réseaux sociaux. Vous y trouverez des quiz, des notes et plein d'autres ressources pour mieux comprendre le rôle du notaire. On retourne à notre épisode de questions de preuve sur l'immigration étudiante. Quelles sont les options offertes aux étudiants étrangers fraîchement diplômés au Canada? Bien, la première option qu'ils ont, c'est le permis de travail post-diplôme. Et là, je mets un bémol parce qu'avec les annonces de janvier, il y a beaucoup de programmes qui ne seront plus éligibles au permis de travail post-diplôme. Mais en règle générale, si on étudie à l'université, comme exemple en droit à Fauteur, eh bien, on est éligible à un permis de travail post-diplôme. Donc, c'est un permis de travail qui doit être demandé dans un délai. Ça, c'est super important pour les étudiants. Vous devez demander soit après avoir obtenu votre diplôme ou dès que vous avez votre relevé de notes officiel et vous avez, si ma mémoire est bonne, là, c'est 180 jours pour demander le permis de travail post-diplôme. Et dès qu'il est demandé, la personne peut commencer à travailler à temps plein. Dès qu'il est demandé. Dès qu'il est demandé, qu'on a l'accusé de réception, là, généralement, l'accusé de réception va venir avec une lettre qui dit « Vous pouvez greffer ça à votre permis d'études. » Ça démontre que vous avez votre permis de travail post-diplôme et vous pouvez commencer à travailler à temps plein. Donc, ça, c'est le fun, surtout quand les étudiants, exemple, veulent commencer leur travail. Ils ont débauché un emploi, bon, si on prend Ottawa, au gouvernement. Donc, c'est ça, c'est un permis de travail qui est généralement valide pour la durée des études. Si, exemple, on a fait une maîtrise de 2 ans dans les annonces récentes que le ministre Miller a sorties, justement, maintenant, le permis de travail post-diplôme va être valide pour 3 ans et non 2 ans pour reconnaître le travail qui est donné dans la rédaction de maîtrise. Même chose pour le doctorat. Donc, c'est vraiment là, c'est maximum 3 ans qu'on peut obtenir ça. OK. Pendant un bout de temps, là, on entendait juste parler des programmes d'expérience, là, expérience québécoise, expérience canadienne. Y a-t-il un lien avec tout ça? Ou... Ça, en fait, c'est pour la résidence permanente. Quand on est sur un permis d'études ou un permis de travail, on parle de statut temporaire ou de résidence temporaire. Donc, le programme de l'expérience québécoise, c'est la, et là, tu vas m'aimer, c'est la première étape de 2 pour obtenir la résidence permanente quand on est au Québec. Mais je sais qu'il faut le CSQ. Exactement. Ah. Donc, le programme de l'expérience québécoise, c'est pour les CSQ. OK. Donc, c'est soit parce qu'on est diplômé d'une université québécoise ou parce qu'on a une expérience de travail au Québec. Mm-hmm. Donc, on demande notre CSQ et après ça, on fait la demande de résidence permanente au travers de IRCC. Par contre, si on est en Ontario, donc Kevin, je suis vraiment désolée, mais je vais t'utiliser comme mon exemple. Une fois que tu vas terminer tes études, si tu es éligible pour le post-diplôme et que tu travailles 1 an, eh bien, après 1 an de travail à temps plein dans un domaine éligible comme le droit, on peut faire une demande au travers du programme qui s'appelle Entrée Express.
Et c'est au travers du programme de l'expérience canadienne. Et là, c'est quand même plus rapide, je dois dire, là, pour les gens, surtout si on est francophone. Alors, souvent, il y a des mesures très, très fortes. Fait que le mot express fonctionne? Oui, en ce moment, c'est environ 4 à 6 mois. C'est quand même rapide versus... OK. Si tu passes par le Québec, le CSQ, en ce moment, tu es environ à 6 à 8 mois. OK. Et après ça, tu es à 2 ans de délai de traitement pour ta ARP. Donc, on parle de 2 ans et demi pour devenir résident permanent. Il y a eu de nouvelles mesures qui ont été annoncées. C'est quoi l'impact de ces nouvelles restrictions sur les permis de travail? Si, exemple, il y a des gens qui vont commencer dans certains programmes qui ne seront plus éligibles au post-diplôme. Donc là, le gouvernement va permettre une espèce de zone tampon, là. Donc, si, exemple, on n'a pas terminé notre programme, mais qu'on l'a commencé avant l'annonce des mesures, on va être éligible au permis de travail post-diplôme. Mais si on commence seulement en septembre, donc on va finir dans 1 an ou 2, peut-être 3, on ne sera plus éligible au permis de travail post-diplôme. Donc ça veut dire que les étudiants vont avoir très peu d'options là, une fois qu'ils vont avoir terminé. Parce que le permis de travail post-diplôme, c'était vraiment l'option la plus rapide. Permis d'études, permis de travail post-diplôme, demande de résidence permanente, c'était quand même un tracé linéaire, disons. Mais dis-moi donc, pourquoi un étudiant étranger viendrait étudier ici que pour vouloir travailler ici aussi, ou non? En fait, c'est qu'on ne peut jamais présumer de l'intention de ce que les gens ont. Exemple, le diplôme canadien. Puis je veux pas prendre pour acquis quoi que ce soit, mais exemple, je pense à quelqu'un qui vient du Soudan, de l'Afghanistan. Étudier au Canada, premièrement, c'est une opportunité incroyable parce que la plupart des universités, c'est difficile dans leur pays. Une fois qu'ils ont leur diplôme canadien, mais ce diplôme-là est reconnu en Europe, aux États-Unis, donc ils viennent de s'ouvrir des portes. Il y en a qui vont pas vouloir le permis de travail post-diplôme, il y en a pour qui ils viennent chercher le savoir pour retourner dans leur pays, redonner à leur communauté. C'est pas tout le monde. C'est sûr que c'est une majorité. C'est pour ça qu'il y a eu les mesures qui se sont inscrites, parce qu'il y a eu de l'abus dans le système. Le gouvernement a trouvé qu'il y avait une augmentation incroyable de résidents temporaires qui devenaient résidents permanents. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des ajustements. Mais c'est pas tous les étudiants internationaux qui sont intéressés à rester. Moi, j'ai des amis avec qui j'étais à la fac ou dans le bac en sciences sociales. La plupart sont repartis. La réponse est pas mal meilleure que ma question. On a parlé, là, si un permis d'études expire, ça va, mais là, le permis de travail post-diplôme, à partir du moment où ça expirait, je comprends que tu nous as fait le tracé linéaire. Pendant qu'on travaille ici avec le permis post-diplôme, ce qu'on faisait, c'est qu'on appliquait pour la résidence permanente. La plupart des gens, oui. Okay. Puis l'affaire, c'est que si ton permis de travail post-diplôme expire, c'est non renouvelable. Pendant la pandémie, le gouvernement a mis des mesures, il le renouvelait automatiquement, mais maintenant, le permis de travail post-diplôme est non renouvelable et tu peux l'obtenir seulement une fois. Donc, si, exemple, quelqu'un fait un bac au Canada, encore Kevin, je suis sincèrement désolée, mais exemple, si tu as fini ton programme en programmation, tu as fait ta demande de permis de travail post-diplôme et après 1 an de travail ou 2, tu décides, ah non, moi, je veux faire justement, je m'en vais en droit, eh bien, tu ne pourras pas réobtenir ton permis de travail post-diplôme. Donc, il y a ça aussi qu'il faut que les étudiants, des fois, soient conscientisés que le permis de travail post-diplôme, tu peux l'obtenir seulement une fois. One kick at the can, et c'est ton meilleur tremplin pour la résidence permanente. Et si tu rates ta fenêtre de 180 jours, là aussi, tu as un souci. Donc, c'est vraiment important d'enligner ces dominos. J'aime cette métaphore-là des dominos. Si tu es en ligne comme il faut, tu le frappes, tout va bien. S'ils sont mal placés, c'est là que ça dégénère. Puis, ce permis ne serait-il pas une porte d'entrée pour la résidence permanente, par hasard? Tout à fait. Donc, c'est ça. Si, exemple, on a un permis de travail post-diplôme de 3 ans, eh bien, après 1 an de travail en Ontario, exemple, on se qualifie pour entrée express, expérience canadienne. Bon, il faut s'assurer que le travail est qualifié, il y a des conditions d'entrée express à respecter. Par contre, au Québec, il y a eu aussi une réforme, donc en novembre l'année passée, 2023. Et donc là, c'est là qu'il y a des étudiants, quand on est diplômé du Québec, dès qu'on a terminé le programme d'études et qu'on remplit toutes les autres conditions, on peut déposer sa demande de CSQ. Avant 2023, il y avait la condition de 1 an de travail. Ça vient d'être retiré depuis novembre 2023. Là, tu nous as mis dans notre script beau schéma de l'Université Laval résumant les étapes. Là, j'espère qu'il va être à jour lorsqu'on va diffuser, mais on va le mettre dans les notes de l'épisode. Donc, on a un schéma un peu là, qui nous explique. Là. Oui, avec les étapes précises de l'Université Laval comme telle. Puis, est-ce que les étudiants étrangers peuvent être accompagnés par leur famille quand ils restent pour travailler? Donc, c'est plus tous les étudiants qui ont le droit d'être accompagnés par leur famille. Maintenant, c'est seulement ceux du cycle supérieur qui peuvent être accompagnés de conjoints, conjointes et de leurs enfants. Donc, quand on accompagne, on peut obtenir un permis de travail à titre de conjoint accompagnateur. Les enfants peuvent aller à l'école. Mais pour tout ce qui est baccalauréat, le gouvernement a passé le coup près. Donc, on cherche à limiter là, parce je pense que ça vient peut-être dans leur stratégie. C'est ça aussi, c'est qu'ils veulent que les gens retournent aussi. Donc, si on est séparé de son épouse, ses enfants, c'est sûr qu'on veut rester moins longtemps pour pas être trop longtemps séparé de sa famille.
Merci, Gabrielle, pour toutes ces précisions et toutes ces informations super intéressantes. Hugo, à chaque épisode, il demande à ses invités un outil, un item, une application, un ouvrage, n'importe quoi qui est incontournable dans ta vie professionnelle. C'est quoi ton outil à toi? Ma box, 3 fois semaine. Parce que la frustration de gérer des fois la maison des fous de Stérix et Obélix, il faut que ça sorte de quelque part. Alors, les vendredis, 17h26, comment va ton niveau de frustration ce soir? Puis je voudrais pas que tu te défoules sur nous. Non. Boxe 3 fois semaine. Ouais. Donc, l'entraînement qui va avec ça ou tu fais du sparring? Puis, Ah non, ça, je fais pas de Okay. sparring. J'ai pas assez de coordination pour ça. Non, c'est vraiment un club de boxe proche de mon bureau qui est super. Donc, moi, j'aime ça me rendre. Puis, je trouve que c'est une belle façon de commencer sa journée. Ça libère l'esprit, ça fait du bien au corps. Maintenant que tu es dans un domaine où tu dois dealer avec la bureaucratie, je vais dire ça comme ça, là, tu as besoin de faire de la boxe pour faire sortir le méchant. Je vais laisser les gens conclure ce qu'ils veulent par rapport à ça. Moi, Kevin, j'ai la même question pour toi, c'est-à-dire, à titre d'étudiant, qu'est-ce qui est un incontournable pour toi, Kevin? En dehors des études, si ça avait été les études, j'aurais parlé de mon ordinateur, mais je vais dire, si c'est en dehors de mes études, je penserai également à la salle de sport. Je ne sais pas si on peut vraiment le considérer comme un outil, mais c'est ce qui me permet en quelque sorte de me détacher des études et parfois d'arriver à respirer. Donc, au moins chaque semaine, j'essaie d'y aller environ 4 fois. Quand même, à 4 fois, c'est pas si mal. Je dois dire que, Kevin, dans le script qu'on avait, je pense que ça venait de Laetitia, qui nous avait parlé de la plateforme Arima, qui était un incontournable pour elle. Donc, c'est la gestion des demandes des programmes d'immigration au Québec. Je ne sais même pas si ça existe encore, Gabrielle. Oui. Je te remercie beaucoup, Gabrielle. C'est vraiment intéressant de t'avoir. Sandrine, je pense que tu as des petites questions, hein? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Gabrielle, dans les prochaines semaines? Tu nous as parlé d'un projet tantôt, mais sinon, est-ce qu'il y a autre chose, une décision en attente, un dossier? Il y a un dossier pour lequel hier, on était à procès avec l'avocate senior, pour lequel on attend, là, la semaine prochaine, on va faire les plaidoiries parce que le contre-interro était trop long. Donc, c'est sûr qu'on va attendre la question parce que c'est une révocation de citoyenneté. C'est un procès qui était très rare au Québec, même au Canada. Sinon, c'est sûr que je travaille d'arrache-pied là, pour l'initiative Horizon de résilience, pour laquelle For the Refugees gère. Donc, notre initiative, là, on parle de 7 femmes afghanes qu'on fait venir au Canada. Donc, ça, les permis d'études, préparer tout ça. Je suis là-dedans, quasi quotidiennement. Pro bono. Pro bono, oui. Il faut le mentionner. C'est notre bébé. Personnellement, moi, ces femmes-là, c'est rendu comme des sœurs. Donc, je le prends très, très à cœur. On vient de perdre malheureusement Kevin, qui est au Cameroun, donc c'est jamais facile ces connexions-là. Mais Kevin tenait à exprimer ses remerciements à ses collègues de l'Association de droit de l'immigration et des réfugiés de l'Université d'Ottawa pour leur soutien tout au long de cette collaboration et que je peux en témoigner. Il tient à nous remercier, nous autres, chez Rivercast Media, ainsi que Gabrielle pour ta contribution essentielle, Gabrielle, à cet épisode. Kevin remercie chaleureusement Sandrine. Évidemment, on souligne aussi l'impact significatif de Laetitia Bilodeau, l'ancienne présidente de l'association, dont l'initiative a été déterminante pour ce projet. Si je peux me permettre, les étudiants de Fauteux, il y a le concours de plaidoirie de réfugiés citoyenneté. Et l'année passée, on a remporté devant la juge de la Cour suprême, Cara Katsanis. C'est un nouveau concours de plaidoirie qui est sponsorisé par la Cour fédérale, carrément par le juge Alan Diner, qui l'a mis sur pied pendant la pandémie. L'année passée, c'est la première version en personne à Toronto. Et l'équipe de Common Law a gagné. Ils ont plaidé en français, je tiens à préciser. C'est une des seules écoles qui plaide en français. Et ils ont remporté la finale. Ben, félicitations. On va s'assurer que le message se rend pour les inscriptions. Absolument. Apprécié. Merci beaucoup à Kevin Bitounou de l'Association de droit de l'immigration de l'Université d'Ottawa pour cette co-animation chaleureuse et cette belle collaboration qu'on a eue pour l'épisode et toute l'équipe, évidemment, de ton association. Merci, Gabrielle. Mais ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci, Sandrine. Eh bien, merci Hugo, merci Gabrielle et merci Kevin. C'était un épisode très enrichissant. Pour nos auditeurs qui veulent recevoir une attestation de formation pour cet épisode, le mot-clé sera « études ». Accent aigu, T-U-D-E-S. Rendez-vous dans la section formation continue du site rivercastmedia.com pour plus de détails, mais il y a aussi un lien dans les notes de cet épisode. Justement, pour cet épisode, abonnez-vous à Question de preuve sur Apple Podcasts, Amazon Podcasts, YouTube, Spotify, n'importe quelle application de balado. Commentez, donnez-moi des étoiles, faites bondir Question de preuve dans les plateformes d'écoute. À l'animation aujourd'hui, c'était moi, Hugo Martin, Sandrine Raymond et Kevin Bitounou. La co-animatrice était Maître Gabrielle Thibouteau.
À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. À l'édition audio et à l'aide à la réalisation, Sophie Houle-Drapeau. Merci Sophie qui est à la régie. À la recherche, Sandrine Raymond. Notre productrice est Constance Saint-Pierre, qui est aussi à la gestion, au marketing et à la direction générale. Constance, cette semaine, s'est affairée au pitch de 2 nouveaux projets auprès de 2 autres ordres professionnels et avec son excellent travail, je suis certain que cela va porter fruit. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.